5-0 à l'aller au Portugal. Un résultat de Ligue 2 également à vous donner, la victoire de Lorient 1-0 sur Le Havre, match de clôture de la 28e journée. Et puis on termine avec le cyclisme et le Paris-Nice. C'est le néerlandais Groenewegen qui s'est adjugé la deuxième étape au sprint à Vierzon. Arnaud Démare a lui conservé le maillot jaune. Aujourd'hui on quitte le Berry pour l'Auvergne. Au menu la troisième étape avec 201 km au programme entre Bourges et Châtel-Guyon. Voilà pour l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Il est 7h44. Promis, on va pas parler de PSG Real avec le maire de Montluçon, encore qu'on aurait pu. Frédéric Laporte, bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin. Non, on va parler notamment de vos 3 mois en tant que maire de Montluçon. C'était le 14 décembre dernier, votre élection. On approche de ces 3 mois. J'ai envie de vous poser une première question. Comment se sont passés ces 3 premiers mois ? Écoutez, d'un point de vue personnel, je les ai trouvés assez riches et denses. J'ai eu des moments vraiment, même d'émotion, certaines fois à la rencontre de Montluçonnais et de Montluçonnaises. Des rencontres très variées, les anciens des entreprises, les agents de la collectivité. Enfin voilà, j'ai été sur de multiples fronts et pour moi c'est l'objectif et c'est loin d'être fini. Ce n'est qu'un début. Donc pour moi c'était vraiment enrichissant ces 3 premiers mois. On vous a beaucoup vu sur le terrain, c'était une promesse, vous l'aviez dit, d'aller au-devant des Montluçonnais. Vous allez continuer là ? Je vais continuer parce que c'est ma nature d'abord. Ça va pas durer 3 mois, 6 mois ou 2 ans en attendant une échéance électorale. Je pense que ça sera ma façon de faire les mandats, les mandats qui me seront confiés à l'avenir, parce que je pense que c'est aussi ce qu'attendent les gens, un peu de proximité pour pouvoir exprimer des choses, parce que beaucoup de gens sont un peu isolés ou aphones et donc le maire c'est une forme de relais. Est-ce que sur ces 3 mois là, il y a un moment où vous vous êtes dit quand même c'est ça d'être maire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, qui vous a touché particulièrement? Je sais pas, une anecdote, une rencontre. C'est difficile comme question. Moi l'anecdote là pour le moment que j'ai peut-être de plus marquante, c'était un dîner des anciens. La doyenne avait 108 ans. Elle est venue avec sa fille qui avait 89 ans et avec sa petite fille qui avait 70 ans. Et je peux vous dire que dans la salle, on a fait le buzz. Ouais. C'était assez incroyable à Tanor. Donc oui, des moments comme ça, c'est assez fantastique. Et puis j'ai fait une autre chose totalement différente, une sortie à l'école de gendarmerie qui s'est fait au flambeau parce que c'était début janvier. À 17h30, il faisait presque nuit noire et le défilé s'est fait encadré par des militaires qui marchaient au pas avec des flambeaux. Et là aussi, avec les chants militaires, c'était assez prenant. Voilà. Bon. 3 des membres de la majorité ont démissionné ces dernières semaines, remplacés par 3 autres qui ont été pris évidemment dans la suite de la liste que conduisait à l'époque Daniel Dugléry. Notamment Éric Vénuat, a expliqué qu'il ne siégerait pas au sein de la majorité. Il s'ajoute par exemple à Joseph Rodillon. On a le sentiment que c'est pas le contexte le plus favorable pour la majorité. Comment vous voyez là un petit peu ces derniers éléments? Alors les démissions, elles s'expliquent par des choses assez simples. Un retrait de la vie politique, une personne qui a démissionné et une autre qui avait notamment des difficultés pour se véhiculer et qui trouvait pas trop forcément sa place. Bon, enfin voilà. Et puis les arrivées, si vous voulez, moi je peux comprendre que les gens aient envie de voir comment ça se passe avant de s'intégrer complètement. D'autant plus qu'Éric Vénuat, en l'occurrence, est un élu qui s'était impliqué lors du mandat précédent. Il a été adjoint. Peut-être qu'il a besoin de prendre ses marques. Il a une vie professionnelle riche avec d'importants déplacements. Peut-être qu'il a envie de voir comment ça va se passer avant de se prononcer. Voilà. Moi, je l'ai eu au téléphone préalablement. Il m'a pas dit je suis dans l'opposition. Il m'a pas dit je suis dans la majorité. Voilà. Il veut siéger comme un élément libre. Écoutez, c'est son choix. Lors du dernier conseil municipal aussi, l'opposition a ouvert la séance avec en parlant de ses affaires, avec notamment la mise en cause d'un ancien adjoint. Comment vous voyez un petit peu ce contexte? On sait qu'il y a une enquête aussi autour d'un terrain vendu par la municipalité il y a quelques temps. Comment vous voyez ce contexte un petit peu? C'est pas forcément évident. Alors c'est pas forcément évident, mais
ça prouve au moins une chose, c'est que la justice est totalement indépendante, hein, parce que quelquefois on dit que le maire ou les gens autour de lui ont une mainmise sur ce qui se passe dans la ville et notamment la justice. Ça prouve bien le contraire. Je pense que les deux affaires que vous citez sont absolument totalement différentes. Dans un cas, on a des événements qui sont avérés avec des aveux d'un ancien adjoint. Dans l'autre cas, il s'agit d'un conflit entre deux frères dont la municipalité au travers de son maire sont des acteurs totalement, j'allais dire, neutres et presque victimes d'un conflit familial. Hein. Ouais, vous êtes serein sur ce point. Ah bah, je le connais pas à fond, si je puis dire, mais oui, je suis totalement serein. Il y a la personne en la qualité du maire qui était Daniel Dugléry n'a absolument eu aucun intérêt personnel dans l'affaire et je vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Hein. Après, on a des documents qui émanent notamment des domaines, qui valident à la fois, qui valident la vente surtout. Donc il y a pas de problème. Après, je comprends que la juge ait voulu aller plus loin aussi. Hein. Le traitement, j'allais dire journalistique de l'affaire, par contre, bon, voilà, on peut toujours trouver quand même que c'est un petit peu mis en exergue pour pas grand-chose. Bon, le budget 2018 a été adopté la semaine dernière, hein, plus de 9 millions d'euros d'investissement. Ça faisait quelques années que c'était pas arrivé un montant aussi important. Bah oui, c'était pas arrivé depuis quelques années parce qu'on travaille pour dégager des marges de manœuvre et puis surtout on travaille pour aller chercher des financements à l'extérieur et c'est le cas avec le projet Montluçon. On arrive à avoir un taux de subventionnement supérieur à 60%, donc ce qui nous permet d'envisager des travaux importants et surtout sur un terme assez long. Alors justement, ce projet d'aménagement des Berges du Cher, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il va y avoir des choses concrètes que les Montluçonnais vont pouvoir voir là dans les prochaines semaines ? Dans les prochaines semaines, oui, c'est sur la rive gauche du Cher, il va y avoir des choses très concrètes. Je pense qu'ils en ont déjà vu un petit peu parce qu'il y a les réseaux souterrains. Alors forcément, c'est pas très visible, c'est un peu perturbateur dans la circulation, mais c'est pas très visible. Mais il faut toujours commencer par les réseaux souterrains avant de faire de l'aménagement. Place Louis Bavet, donc, ça sera Louis Bavet, oui, tout à fait. Premier gros chantier. C'est le premier gros chantier. On va essayer de commencer de l'autre côté, rive droite, dans les mois qui viennent. Les négociations avec certains propriétaires sont en cours et bon, quel que soit l'aboutissement, de toute façon, on avancera. Ils resteront là, resteront pas là, ça sera notre débat. Mais l'aménagement global se fera. Vous parlez de Renault, notamment, il y a des négociations. Exemple. Pour l'instant, ça n'a pas avancé. Ça n'a pas avancé plus que ça, non. À suivre dans les prochaines semaines. Il y a un autre gros dossier, c'est la reconquête du centre-ville. En conseil municipal, l'autre jour, une délibération a été votée pour que la ville postule pour un programme du conseil départemental là-dessus. Vous avez un plan pour la reconquête du centre-ville ? On voit qu'il y a une association qui vient d'être créée, totalement indépendante, qui bouge. Que va faire la municipalité ? J'ai envie de dire, j'ai un plan. L'association en fait partie, mais c'est pas de mon initiative. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un plan. En fait, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs qui se regroupent pour faire avancer les choses. La municipalité en fait partie, effectivement. Il faut aussi que les acteurs commerçants et autres se mobilisent, ce qui est le cas. Et puis, ils ont l'air d'avoir une forte volonté de le faire. Ils ont trouvé quelques leaders pour les attirer et les tirer vers le haut. Donc ça, c'est très important. Et puis après, le plus difficile va être de convaincre les clients d'aller jusque sur le boulevard de Courtet. Donc on a pour le moment ils sont en train de travailler sur leurs demandes, sur un certain nombre de choses. Ils font de la formation aussi, enfin bon, c'est très intéressant. Et quand ils seront prêts, on se verra, parce que bon, moi j'ai différentes solutions ou choses à proposer, mais pour autant, comme je vais le faire dans la concertation, j'ai envie de savoir ce que eux souhaitent, donc ils aient identifié leurs besoins pour savoir ce que nous on peut leur proposer. Voilà. C'est pas le contraire, moi j'arrive avec des solutions, vous rentrez dedans, c'est oui ou c'est non, quoi. Il est question dans le document notamment qui a été mis en place pour notamment bénéficier de ce programme du conseil départemental, du recrutement d'un manager de centre-ville, par exemple, pour que les enseignes qui sont disponibles puissent trouver preneur. Ça, c'est quelque chose qui a été fait à Vichy, à Moulins, que vous souhaitez mettre en place aussi? Nous, on est disponible pour ça. On aurait identifié une personne pour faire ce rôle, pour tenir ce rôle, une personne de Montluçon qui connaît très bien la ville. Bon, voilà. Les Échos, si vous voulez, j'en ai discuté avec 2 ou 3 membres du conseil d'administration de cette association. Ils sont pas forcément d'accord de l'utilité.
Donc il faudra que ça soit eux, parce que ce manager de centre-ville, il a un lien très important avec les commerçants notamment. S'il n'est pas reconnu comme tel par les commerçants, l'association et les commerçants, c'est totalement inutile. Je vais pas mettre quelqu'un sur le pavé juste pour dire j'ai un manager de centre-ville. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système avec une personne, le manager de centre-ville, qui permette d'aider vraiment, réellement et concrètement le commerce en centre-ville. Dans la montagne, vous faisiez aussi état de volonté de faire quelque chose du vieux château, notamment, qui est élément central et qui peut aussi booster le centre-ville. Oui. Il y a des projets là-dessus? Alors des projets, on identifie quelques projets. Je vais faire une visite jeudi de la tour du vieux château, parce que pour moi c'est déjà le premier emblème, cette tour. Déjà, si je pouvais la rouvrir rapidement à la visite, alors pas forcément la visite libre dans un premier temps, peut-être des visites guidées, mais ça c'est une première chose. Et après une salle rapidement libérable, je dirais pour l'année 2019. Alors parmi les grands projets, il y a aussi l'avenue de l'Europe, la médiathèque, le cinéma. On en est où? Est-ce que le cinéma ça a bougé déjà d'un point de vue judiciaire? Pas du tout. Non. Pas du tout. La médiathèque, ça avance? Alors la médiathèque avance, mais j'allais dire à petits pas, parce que en fait c'est un projet global avec le multimédia, donc il n'est pas question de faire l'un sans l'autre. Il faut que les deux avancent de concert. Et puis le 28 avril, on va terminer là-dessus, il y aura une grande mobilisation autour du train que vous lancez avec d'autres élus. Comment ça va s'organiser? Il y a vraiment urgence déjà à se bouger? Ah ben je crois qu'il y a vraiment urgence à se bouger. Oui, montrer que Montluçon existe, je pense que c'est absolument indispensable. Et quand je parle de Montluçon, je parle de l'agglomération, je parle de la région. On a vraiment le sentiment, au travers d'un certain nombre de rapports et d'un certain nombre de mesures qui sont prises par le gouvernement parisien, que les petites villes comme les nôtres ou les moyennes villes comme les nôtres sont totalement abandonnées. Et le train en fait partie. J'allais dire que c'est un vecteur, le train, c'est ou le catalyseur, parce que ça touche beaucoup les Montluçonnais. Mais on peut parler du tribunal, on peut parler des fermetures de classes, on peut parler de beaucoup de choses comme ça, de beaucoup de services publics qui ont tendance à totalement disparaître de notre ville. Et ça, c'est pour dire un ras-le-bol et un stop. On a déjà contacté les maires jusqu'à 50 km autour de Montluçon, parce que sont concernés la Creuse, le nord du Puy-de-Dôme, le sud du Cher. Donc il n'y a pas que Montluçon-Ville. C'est important cette mobilisation. Réellement, il faut que les gens sortent dans la rue. C'est entre 13h30 et 15h30, on va dire 15h, 15h30. On va de la gare à la sous-préfecture pour faire une marche, parce que j'espère qu'on sera plusieurs milliers, et qu'un rassemblement à plusieurs milliers, ça a un impact limité, alors qu'une marche, c'est vraiment, on peut arriver à identifier la masse et la volonté populaire de dire stop. Rendez-vous le 28 avril, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Frédéric Laporte, beaucoup, maire de beaucoup Montluçon, d'être passé à notre micro. Il est bientôt 7h56. L'invité du jour.